me disais que je faisais des sortes de tatouages maison. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, un type en parle comme de mes branchies, qui remarque que du coup, j'avais des marques sur les bras et comme ça, d'une façon très légère, il m'a dit qu'est-ce que c'est que ces branchies? Et j'ai trouvé ce terme assez, assez joli dans le sens où ça recouvre exactement ce que c'était pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je faisais vraiment pas ça dans une idée de finalement, en tout cas, je voulais pas le voir comme ça, comme une idée de destruction ou de m'automutiler ou de me faire du mal. Vraiment, j'ai du mal avec ces termes-là, d'ailleurs, le côté automutilation ou les choses comme ça, parce que ça recouvrait pas de réalité pour moi. Moi, ce que je ressentais vraiment, c'est que, c'est que c'était plus une pulsion de vie, comme quand on essaye de reprendre une respiration parce qu'on est en train de s'asphyxier, en fait, parce qu'on est vraiment en train d'étouffer. Et en fait, c'était clairement ça. Et donc, ces branchies, elles étaient là pour ça. En fait, elles étaient là pour m'aider à respirer. Alors après, effectivement, ça paraît toujours un peu monstrueux quand on en parle avec des gens. Et du coup, c'est pour ça que je le fais vraiment très peu. C'est parce que les gens ont un espèce de regard comme si c'était quelque chose de monstrueux ou de. Enfin, ça choque toujours un petit peu. Et effectivement, en fait, ça paraît c'est pas du tout naturel, en fait, l'idée de s'imposer à soi-même de la souffrance, de s'imposer à soi-même une douleur ou en tout cas une mutilation. Sauf qu'en fait, pour moi, c'était pas ça, dans le sens où c'était me faire mal pour aller mieux, en fait. C'était clairement ça. Après, il y a eu plusieurs périodes. Je l'ai pas fait. Il y a eu des moments où je l'ai fait parce que j'étais simplement en colère. Et après, les pires périodes, enfin, là où ça a vraiment été, on va dire, les instants de crise aiguë, ça a été plutôt les moments où je ressentais rien du tout. C'était vraiment pour ressentir quelque chose. On dit souvent que les gens qui, du coup, s'automutilent, qui se scarifient, etc., c'est une façon d'extérioriser sa douleur, une façon de la montrer, en fait, aux gens comme soit dans le meilleur des cas, ça peut être vu comme un appel au secours, et dans le pire des cas, comme une façon de passer pour une personne intéressante, sous-entendu, on n'a pas d'intérêt propre ou pas de valeur propre aux yeux des autres et on essaye désespérément, par tous les pires moyens, même les plus glauques, les plus ridicules possibles, dont celui-ci, du coup, d'acquérir un certain intérêt aux yeux des autres. Or, c'est pas le cas et c'est ça qui est hyper, enfin moi qui me révolte et qui me dégoûte et c'est pour ça que vraiment j'en parle pas parce que je me suis heurtée en fait à ce regard-là des gens. Parce que tout simplement, effectivement, c'est une façon de faire correspondre ce qu'on ressent, en fait, ce qui bouillonne à l'intérieur de nous, qui ne bouillonne pas plus et qui est problématique du coup, avec son extériorité, c'est-à-dire avec l'image que les autres ont de nous. Mais Mais en fait, ce qui peut être vu, et moi je l'ai perçu aussi comme ça à certains moments, ce qui peut être vu, c'est souvent vu comme quelque chose du coup d'assez monstrueux et, en fait finalement oui c'est quelque chose qui est quand même assez violent et ça choque pas mal. En fait, quand on a l'habitude et quand on le pratique et quand c'est devenu un geste quotidien, forcément on l'a familiarisé et donc ça semble plus du tout aussi insurmontable et monstrueux. Euh, et en même temps, je me souviens de la première fois où je l'ai fait, ça n'avait pas été si difficile que ça en fait. La première fois que je me suis vraiment tranché la peau, je l'ai fait avec des éclats de verre que j'avais trouvés dans ma salle de bain.
un jour complètement banal où ça m'était jamais arrivé en fait de me faire sciemment du mal. Bon, ça faisait quelques années que j'avais des désordres alimentaires, mais finalement c'était relativement banal. Puis j'avais l'impression de gérer ça et ça me posait pas de problème. Mais j'avais j'ai commencé du coup à me trancher la peau avec ces éclats de verre et ça m'a pas du tout paru un acte insurmontable ou bizarre en fait. C'était pas bizarre pour moi de faire ça. Ça m'a semblé complètement naturel dans le sens où j'avais déjà des espèces de, j'avais déjà une sensation tellement monstrueuse à l'intérieur de moi et je bouillonnais tellement de plein de choses. Je me sentais tellement ben, tellement monstrueuse et sale, comme une espèce d'aberration de la nature, que du coup ça m'a paru tout à fait banal de faire ça. Et pour autant, il y a eu des périodes où j'ai complètement arrêté pendant plusieurs mois. Et, euh, et la première fois que j'ai repris un objet tranchant pour réessayer, là par contre, ça m'a paru absolument insurmontable. Et je pense que c'était parce que c'était une période où justement ce que je ressentais à l'intérieur de moi, la douleur intérieure, était vraiment inférieure à la douleur que j'allais ressentir physique. C'est vrai que quand on se coupe, on la ressent pas beaucoup, la douleur physique, mais ça dépend. Euh, Ça dépend. Moi, il y a eu des moments où, quand je me coupais et que c'était un acte vraiment impulsif, sans préméditation aucune, euh, en parler comme ça, en fait, c'est assez bizarre. Je me sens un peu imposteur, en fait. Euh, Parce que c'est des choses que je verbalise pas et du coup, j'ai l'impression en les verbalisant, de parler de quelqu'un d'autre, donc c'est assez étrange. Mais quand la douleur, enfin, quand ce qu'on ressent, vraiment la souffrance en quelque sorte intérieure est assez forte, elle prend vraiment le pas sur rien ne nous fait plus peur. Je pense que c'est surtout à un moment où on a un point où ça ne nous fait plus peur de nous faire mal. En tout cas, moi, ça me faisait pas peur de me faire mal. Et au contraire, même, ça avait un côté hyper rassurant. C'était surtout dans les moments où je me sentais tellement vide, où j'avais tellement besoin de ressentir quelque chose que j'avais besoin de l'imprimer dans ma chair. J'avais besoin de ressentir, même ne serait-ce que de la douleur physique. Donc, au début, je faisais ça. Ça a été complètement inégal sur des périodes. Au début, c'était assez chaotique. Donc, je faisais ça avec divers objets. Ça a été des bouts de verre, ça a été des rasoirs, ça a été des couteaux de cuisine plus ou moins affûtés. Donc, forcément, avec des ciseaux. Euh, Jusqu'au moment où j'ai commencé à ritualiser la chose parce que je me suis rendu compte que finalement, ça me faisait du bien. Enfin, j'avais l'impression que ça me faisait du bien. Mais parce qu'en fait, il y a ce côté très impulsif où on en attend beaucoup de ce geste-là. Moi, au bout d'un moment, je commençais à devenir un peu dépendante. J'attendais beaucoup de ce geste-là parce que ça me réconfortait. C'est pas que ça me réconfortait, c'est que quand j'avais des sortes de pulsions parce que je me sentais extrêmement triste ou bien tout simplement, j'arrivais même plus à être triste. En fait, je me sentais morte. Oui, je me sentais morte à l'intérieur et en fait, on ressent un espèce de vide très froid. Ce qui fait que, c'est affreux de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je le ressentais. Ce qui fait que la sensation du sang qui coule sur la peau, elle est toujours plus chaleureuse que ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, quoi. Donc, en tout cas, ça fait ressentir quelque chose. Et en fait, une fois que la pulsion est passée, je sais même pas si on peut parler de pulsion, mais enfin bref, une fois que l'acte est passé, qu'il reste plus que une coupure et qu'il reste plus que tout ce sang. Enfin, je parlais de bouche aussi parce que du coup, il y avait des moments où je me tranchais
tellement profondément que la peau s'ouvrait et que les coins formaient des sortes de lèvres parce que la peau se, se refermait un peu sur elle-même, quoi. Enfin les deux côtés. Et du coup, ça formait des lèvres et une bouche. Et une fois qu'il n'y a plus que cette bouche et que ce sang, en fait, on est... Enfin, moi, je me sentais vraiment vidée. Et surtout, je me sentais très frustrée. J'avais l'impression de ne pas avoir eu ce que je cherchais, en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé, à une période, à ritualiser la chose. C'est-à-dire que j'avais vraiment organisé mon petit coin. J'habitais avec un mec à cette époque. Et du coup, c'était complètement secret. C'était mon petit domaine intime. Et du coup, je faisais tout ce que je pouvais pour le cacher et je m'en sortais très bien. Et... Et du coup, j'avais aménagé un petit coin secret dans la salle de bain avec l'objet de mon rituel. Donc, j'avais acheté un cutter en fait. J'avais les compresses. J'avais du désinfectant aussi parce que ça c'est très important parce que voilà, je me scarifiais certes, mais c'était pas pour me faire du mal. Donc à aucun moment, enfin je faisais très attention à surtout que ça s'infecte jamais. Et ça se voit jamais aussi. Euh, Parce qu'en fait, moi, je voulais me couper, que ça reste. Au début, je le voulais pas vraiment. Après, j'avais vraiment l'intention d'avoir vraiment des cicatrices dans la peau, mais pas pour que les autres le voient. Euh, C'était pas parce que c'était pas un appel à l'aide. C'est pour ça qu'après, je l'ai fait sur des parties de mon corps que je ne montrais jamais. Je l'ai fait sur diverses parties de mon corps. Au début, ça a été les avant-bras parce que du coup, c'est pas très très douloureux. Euh, Après, j'ai essayé sur d'autres parties de mon corps parce que j'avais plus de place au bout d'un moment sur mes avant-bras. Euh, du coup, je l'ai fait sur mes épaules aussi. Et puis au bout d'un moment, je cherchais vraiment la douleur. Donc, c'est-à-dire que j'étais allée. Donc, c'était au moment où c'était très ritualisé et du coup très rationalisé. J'avais fait des recherches pour voir du coup toutes les terminaisons nerveuses, etc. Et d'un point de vue anatomique, où est-ce que ça fait le plus mal quand on tranche, quand on pique, quand on coupe. Et en fait, j'avais vu sur un forum qui parlait de tatouages, en fait, que les tatouages les plus douloureux, c'est ceux qui se font notamment aux côtes, sur les coudes, etc. Et du coup, c'est les endroits que j'ai voulu trancher. Parce que ça se voyait pas et parce que c'était là où ça le faisait le plus mal. Et j'étais passée maître aussi dans l'art de la dissimulation, que ce soit avec des pulls, des bracelets en tout genre, ou des choses comme ça. J'avais des bracelets qui me remontaient jusque-là, j'avais des tonnes de bracelets et tout le monde se disait, bon, bah c'est la babosse de service. Non, en fait, c'est... Mais du coup, j'arrivais toujours à le cacher, avoir une autre... avoir une image... parce que j'avais tout à fait conscience que c'est pas que j'avais conscience que c'était pas normal, c'est que je considérais que la normalité des autres c'était pas la mienne en fait. Et d'ailleurs, enfin, le concept de normalité n'existe pas. Personne n'est normal. Moi, j'étais moi et et je considère et je me considère pas comme étant malade ou déviante ou ayant un problème ou une chose comme ça. Non, en fait, je me considère comme ayant rencontré des difficultés et ayant adopté une attitude qui m'a permis de surmonter ces difficultés-là. J'ai trouvé ce que je pouvais avec les outils que j'avais. Il se trouve que c'était des objets tranchants pour survivre en fait, pour tout simplement pour continuer. Et du coup, ce qui est un peu difficile dans ce genre de cas, c'est le regard des autres parce qu'en fait, ils regardent uniquement les cicatrices et pas la profondeur de la blessure. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu un mec qui, voyant les cicatrices sur mes bras, m'a dit non mais c'est pas vrai. Enfin, ah ouais, t'as ça, mais comme les gamines de 12 ans. Sous-entendu, déjà à 12 ans, on peut pas avoir de vraie souffrance. Et puis aussi, sous-entendu,
t'es complètement immature, tu fais ça, voilà, c'est vraiment pour te rendre intéressante, et j'ai trouvé ça vraiment blessant parce que c'était très indélicat, parce que c'était un jugement superficiel et que on peut pas se permettre euh, d'émettre des jugements comme ça sur des gens sans avoir conscience de tous les présupposés et de tous les mécanismes en fait qui sous-tendent une action. Un passage à l'acte, quand il est aussi catégorique, on ne peut pas juste le prendre à la légère et uniquement voir les conséquences et se permettre de juger l'acte sur les conséquences. Il faut voir aussi les intentions qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui sous-tend cette action? Et, euh, et c'est pour ça que c'est assez difficile d'en parler parce que forcément tout le monde a une espèce d'image très stéréotypée. Alors on peut dire oui, effectivement, euh, tout ce qui est scarification et coupure, soit c'est un délire gothique ou bien c'est une façon d'attirer l'attention. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose. C'était une façon d'arriver à la fois à s'exprimer et à respirer, en fait. C'est, c'était pas du tout. Je me voulais pas de mal, j'essayais de me sauver. Je, et c'est ça qui est paradoxal et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens de comprendre ce geste-là. Parce que euh, eux, ce qu'ils voient, c'est la destruction. Alors, effectivement, oui, effectivement, on se tranche la peau, effectivement, ça saigne, et effectivement, ça peut aller loin. Moi, je suis passée pas très loin des ligaments, et quand je dis pas très loin, c'est que j'en ai abîmé. Et j'ai eu peur de ça aussi. J'ai eu peur d'aller trop loin, de faire quelque chose d'irréparable, et, et ça a été le cas, puisque du coup, j'ai des dommages, mais finalement qui sont très légers. J'ai quand même beaucoup de chance, mais aussi au bout d'un moment, on développe un certain niveau d'expertise. Donc je savais assez précisément jusqu'où je pouvais aller. Et, euh, et juste ça, en fait, l'idée, moi, ça m'a jamais quitté cette idée-là de je- pas aller trop loin, jamais aller trop loin. Il y a eu une fois où effectivement je suis allée trop loin et à ce moment-là j'ai tout arrêté. Depuis j'ai jamais recommencé. Et ça avait été une fois, c'était un coup de colère et et, euh, et là je m'étais ouverte. C'était vraiment très profond. J'étais jamais allée jusque là. Euh, et en fait, je suis restée là, à part, juste sur le moment où je l'ai fait, il y a eu une espèce d'épiphanie. Là, vraiment, ça a été l'explosion. À la fois, j'avais une espèce de satisfaction, et puis une certaine admiration pour mon œuvre, parce qu'on en était là. Et là, je m'étais dit, là, c'est la plus belle. Là, celle-ci, elle va être grosse, elle va rester. Et puis elle est énorme. Et puis je voyais l'intérieur de moi, parce que c'était vraiment ouvert. Donc là, je voyais tous les, tous les tissus, les petits ligaments, les petits. Et du coup, je regardais ça et j'étais bon. Et puis tout de suite après, j'ai eu très peur. J'ai eu vraiment très peur. Parce que c'était très ouvert, parce que je sentais plus ma main, parce que j'avais des fourmis qui me remontaient jusqu'en haut du bras. Et je me suis dit, bon, comment je gère ça? Il est hors de question que j'aille aux urgences maintenant, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va me juger, on va m'interner, je suis une folle, ou bien j'ai des envies suicidaires ou des choses comme ça. Et c'était pas du tout ça. C'est pas du tout une envie suicidaire, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je pense que les psychologues sont de plus en plus formés dans ce sens parce qu'ils sont de plus en plus au contact avec des gens qui qui vivent ce genre de choses et parce que la prise en charge est, je pense, de... Enfin, non, j'espère. La prise en charge est de plus en plus intelligente dans le sens où elle est de plus en plus tournée sur l'écoute et pas uniquement en cette volonté de poser des étiquettes médicales sur les gens et de les considérer comme étant malades. En fait, on essaye un peu plus et c'est ça qui serait bien, ce serait d'arriver à entendre leur version et entendre leur
leurs sentiments propres. Mais en fait, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au personnel médical en règle générale. Et du coup, je voulais absolument pas aller aux urgences. J'avais très peur qu'on me remette de force en hôpital, puisqu'en fait, j'avais une histoire aussi auparavant. L'année d'avant, j'avais été internée. Et du coup, dans une espèce de théorie du complot, je me suis dit, bon, bah, ils vont de nouveau m'enfermer. Donc je suis restée comme ça quelques jours à prendre soin toute seule de ma blessure qui commençait à devenir vraiment inquiétante. Donc je passe sans doute les détails glauques. Mais ça devenait de plus en plus inquiétant. Au bout d'un moment, j'avais vraiment perdu la sensibilité de ma main. Et en fait, ça me durait sur plusieurs jours. J'avais des espèces de soubresauts. Ça commençait à prendre une couleur et une odeur un peu inquiétantes. Et là, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller aux urgences. Et je suis allée aux urgences à côté de chez moi. Et j'ai patienté. J'ai montré que j'avais une blessure. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait aussi d'autres cicatrices plus anciennes à côté. Et en fait, ils m'ont pas fait patienter longtemps du fait du stade où j'en étais. Et quand ils ont voulu me prendre en charge, en fait, je suis partie. J'ai pas voulu. Ils m'ont laissé 5 minutes toute seule et ça a été les 5 minutes de trop. Parce qu'en fait, j'avais vu, quand je suis allée aux urgences, le regard des, des infirmiers qui étaient là et qui me considéraient un peu comme une de ces filles en perdition ou une de ces filles en manque de repères. Ou, et en fait, j'avais absolument aucune envie d'être réduite à ça. Je voulais pas me confronter à n'importe quel regard qui aurait pu me juger. Et donc je suis partie et en fait j'ai été contrainte de revenir quelques jours plus tard parce que là vraiment ça devenait absolument insupportable et que je pouvais plus du tout le gérer par moi-même. Et, euh, et en fait quand je suis revenue, j'avais parlé avec une infirmière, euh, du reste très sympa, mais qui ne comprenait absolument pas et du coup qui était à la fois très bienveillante, mais dans l'incompréhension la plus totale. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit, mais je comprends pas, mais vous êtes fait ça toute seule, mais je comprends pas quand on est jeune comme vous, qu'on a toute la vie devant soi, qu'on a tout pour réussir, enfin, mais pourquoi faire ça? Ben, je sais pas, parce que je souffre, parce que je vais mal, parce que j'en ai eu besoin. Ah mais oui, mais si tu souffres, si tu déprimes, je sais pas. Elle m'avait dit, bah fume un joint. Alors oui, effectivement. Et là, en fait, on peut se poser la question de, quelle est la différence entre faire ce genre d'acte où on va se trancher la peau et un autre acte un peu plus quotidien ou en tout cas un peu moins néfaste et en fait qui ont la même finalité, qui ont le même but dans le sens où c'est pour aller bien. Pour aller bien, je peux pas fumer un joint. Pour aller bien, je peux pas aller faire du sport. Et c'est pas parce que je suis une grosse feignasse. Moi, toute ma vie, j'ai préféré m'affamer ou me faire vomir plutôt que de faire du sport pour avoir le corps de mes rêves. Et parce que ça procède d'autre chose en fait. Et c'est pas du tout une volonté de, de se détruire. C'est simplement qu'on fait ce qu'on peut. Euh, et, et en fait, c'était ça. Et la période la période où je me faisais vomir est assez similaire de la période où je me coupais. Euh, et en fait, il y a toujours ces vers de Prévert qui me viennent en tête quand il dit j'avais le mal de mort et sans même en mourir, comme d'autres le mal de mer sans pouvoir le vomir. Et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'on garde en soi une espèce d'impression de on est crasseux, on est sale, on est monstrueux, on est vide. On est vide. Et, euh, et au bout d'un moment, on a l'impression d'être rempli d'une chose un peu dégoûtante, une espèce de, ouais, une espèce de boue. Et en fait, quand on peut plus le vomir, eh ben, on le fait sortir même par les pores de sa peau. On le fait le sortir. C'est le cri de la chair parce que la voix ne porte pas assez loin. Et,
Et c'est tout sauf un cri mortifère. C'est pas un appel à la mort. On- je me suis pas coupée parce que je voulais mourir. Je me suis coupée parce que je voulais vivre. Je me suis pas coupée parce que j'avais la haine de mon corps. Je me suis coupée parce que je voulais retrouver mon corps. J'ai toujours voulu maîtriser l'image que j'avais auprès des autres en leur montrant exactement ce que j'avais calculé auparavant, en montrant exactement ce que je voulais montrer et en dissimulant absolument tout ce que je voulais dissimuler. Et, euh, et évidemment, il y a toujours une part qu'on ne contrôle pas, mais simplement dans les retours que j'avais des gens qui me côtoyaient, euh, euh, ça allait. Il y avait, ben, forcément, au niveau de mon entourage, de mes amis, etc., ils avaient forcément une vision assez positive de moi dans laquelle je me retrouvais absolument pas. Mais j'étais contente en quelque sorte qu'ils restent dans cette illusion. Euh, et tout en éprouvant un peu de mépris pour, euh, pour les gens qui avaient des sentiments positifs envers moi, parce que moi j'en avais absolument aucun. Il y avait deux catégories de gens. Il y avait les gens qui se trompaient, et du coup j'avais un espèce de mépris un peu condescendant, un peu bienveillant envers eux. Je me disais, bon ben, les gens sont, les gens sont stupides, il leur suffit vraiment de peu. Soit je me disais que c'était calculé et que les gens mentent en fait. Les gens me mentaient et que quand ils me faisaient des compliments ou des choses comme ça, c'est forcément que soit ils attendaient quelque chose en retour. Enfin, il y avait toujours ce côté, c'est pas sincère et gratuit. Soit ils se trompent, soit ils attendent quelque chose de moi. Dans le regard des autres, c'était ça. Et du coup, en tout cas, moi, pendant les périodes où je me coupais, les gens ne m'en parlaient pas et je pense qu'ils le remarquaient pas. Ils le voyaient pas parce que du coup je le dissimulais vraiment bien. Et, euh, en fait, pendant les périodes où je le faisais, il fallait absolument pas que ça se voie. Et les périodes du coup où j'ai arrêté, ben forcément ça laisse des marques qui sont assez visibles et dont j'avais honte, vraiment très honte. Il y avait eu un été où je devais travailler dans un bar. Et du coup, plusieurs mois auparavant, j'avais beaucoup d'appréhension avant d'aller à ce boulot parce que je me disais, là, on est au bar, clairement, on va être en été, je vais être en t-shirt, en débardeur, enfin bref, on va voir mes bras. Et quand je vais servir des choses aux gens, que je leur donnerai leur boisson, ils verront que ça, en fait, ils verront que mes bras. Et après, on se fait des idées folles. Oui, mais peut-être qu'avec le bronzage, ça se verra pas totalement. En fait, enfin, c'est faux parce que bon, bah, clairement sur ma peau, les marques blanches, elles se voient encore plus quand je suis bronzée. Et, euh, et en fait, il y a eu des périodes où j'ai voulu vraiment les faire disparaître. Je pouvais absolument pas assumer. Donc les moments où j'étais en t-shirt, je mettais des bracelets. J'ai pensé me faire des tatouages pour les recouvrir. Et finalement, et puis j'ai essayé plein de choses aussi, des huiles ou des choses comme ça qui étaient censées contre les vergetures et les trucs comme ça, qui étaient censées les masquer ou les faire peu à peu disparaître avec le temps. Et en fait, maintenant, je sais pas de quoi j'avais peur. À ce moment-là, j'avais forcément peur du jugement des autres qui pouvait être soit, mais qu'est-ce qu'elle est conne cette pauvre fille. J'avais très peur qu'on me prenne pour une idiote, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça en fait, elle se crée des problèmes quoi. C'est pas une et du coup en fait qui méprise un peu ma souffrance et qui méprise euh, tout ce par quoi j'avais pu passer auparavant. Ou bien des gens qui prennent un peu en pitié ou qui se disent ouh là là, c'est un peu une désaxée, elle a quand même des cicatrices un peu étranges sur les bras. En tout cas, voilà, tout ce que ça pouvait susciter chez les gens et qui du coup échappait complètement à mon contrôle, ça me terrorisait complètement et du coup j'avais vraiment honte et je savais pas du tout comment gérer ça à part en le cachant comme je pouvais. Et puis au bout d'un moment,
je me suis pris 2-3 réflexions. Et au bout d'un moment, j'ai fini par trouver des postures pour m'en sortir. Donc, quand on me fait des réflexions, par exemple, sur le ton de la conversation, et ça, c'est à la fois bien ou pas. Comment est-ce qu'on parle avec quelqu'un qui s'est scarifié et dont on voit les cicatrices et qui sont là, présentes comme ça et qui sont profondes? Comment est-ce qu'on peut aborder cette question? Alors, on peut se dire, on l'aborde pas parce que c'est quand même assez délicat, c'est hyper intime et euh, et, euh, et je pense que en fait, il faut faire attention dans tous les cas. Il faut faire attention à la sensibilité de l'autre. En fait, à partir du moment où on se fait assez confiance pour savoir qu'on va traiter le problème de l'autre dans son intégrité, c'est-à-dire à aucun moment euh, le réduire à des choses qu'on pense savoir déjà, à des préjugés ou des images qu'on s'était construits avant de connaître cette personne. À partir du moment où on se sent capable de ne pas faire ça, d'écouter la personne et de comprendre en profondeur son problème, à ce moment-là, on peut l'aborder et alors de la façon dont on veut. On peut y aller même avec une vanne. On peut y aller euh, d'une façon, de la façon la plus grave à la plus légère, du moment que derrière il y a une considération, du moment que derrière il y a du respect et du moment que derrière on n'essaye pas de faire des raccourcis en faisant des liens avec des choses qu'on croit savoir. Et, euh, et en fait, là où j'ai commencé à avoir des petites, à répondre comme ça à des gens qui m'en parlaient et qui me faisaient des réflexions là-dessus, je commençais à raconter des espèces de mensonges blagues un peu qui donnaient plus du tout envie aux gens de poser des questions là-dessus. Je prenais un regard un peu grave et un peu mystérieux et menaçant. Bon, là, ça le fait pas du tout, mais je disais non, mais ça c'est pour mes sorts de sang en fait. Enfin, là, les cicatrices que tu vois, si, mes sorts de sang, pour le vaudou. Et en fait, une fois qu'on disait ça aux gens, que je disais ça aux gens, ils me regardaient soit en me disant mais elle est complètement tarée, pourquoi elle me répond un truc pareil, soit ils se disaient mais attends, mais c'est vrai? Ou bien oula, elle a pas du tout envie d'aborder le sujet. Donc voilà, en fonction de ces différentes réactions, de toute façon, je m'en sortais et je montrais clairement que j'ai pas du tout envie de partager ça avec toi et que j'ai pas envie de t'en parler. Et ça ne te regarde pas et de toute façon, j'ai très peur du regard que tu vas poser dessus parce que tu vas salir ce que je vais te dire en fait. Juste par le regard que tu poses dessus. Je souffrais plus assez euh, pour, euh, pour pour le faire, pour le couper en fait, pour me couper, euh, pour le couper ce corps. Euh, c'est pas une question de j'ai fait la paix avec mon corps, maintenant je me sens hyper bien. Non, c'est juste que j'ai plus de sentiment d'urgence au point de n'avoir plus que cette opportunité-là. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un cheminement très progressif. Personnellement, après, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'une aide extérieure. Moi, je sais que ça m'a pas du tout aidé, en tout cas pas du tout à avoir une aide extérieure, être bien entourée et pouvoir parler de ces problèmes. Au moins, savoir qu'on a la possibilité d'en parler, même si on n'a pas envie. Juste savoir qu'on a cette possibilité-là, d'avoir un environnement assez bienveillant qui poserait pas un regard moralisateur ou qui commencerait à juger ou à se faire des opinions préconçues. Déjà rien que ça, je pense que ça peut aider, mais pour l'ensemble du schmilblick, parce que faut pas rêver quand on fait ce genre de choses, c'est que il y a quelque chose d'être derrière. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à résoudre. C'est finalement que le symptôme, en fait. Essayer de, de vouloir, ouais, vouloir venir en aide à quelqu'un qui se coupe euh, et se dire il faut juste que cette personne arrête de se couper, c'est mettre un plâtre sur une jambe de bois.
Parce qu'en fait, ça, c'est simplement le symptôme d'un mal-être qui est beaucoup plus profond. Ça paraît assez évident. Et en fait, si on arrive à, à prendre ce mal-être en charge, et alors le prendre en charge d'une façon, je sais pas, je pense que chacun voit ce qui est préférable pour lui, que ce soit d'une façon médicale, thérapeutique, ou bien simplement familiale et amicale, parce que ça c'est quand même hyper important. Parce que quand on est vraiment mal, ben, on se sent vraiment très seul. Et, euh, et en fait, du coup, dans la solitude, on a déjà l'impression que sa souffrance est absolue et sans limite. Et surtout que du coup, personne ne peut la comprendre, personne ne peut en prendre la mesure. Et le fait de ne pas en parler, forcément, ça nourrit le truc et on se construit et on s'enferme en fait dans un espèce dans toute une fantasmagorie qui nous est propre et qui du coup peut être mortifère. Un geste comme, euh, comme de se couper, qui à la base en tout cas pour moi n'était pas mortifère, euh, peut le devenir à partir du moment où ça s'aggrave. Et quand je dis que ça s'aggrave, c'est au bout d'un moment, on a vraiment envie de se faire du mal pour se faire du mal, en fait, gratuitement. Pas pour aller mieux, mais pour aller encore plus mal. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, je vais pas dire que à partir de ce moment-là, ça devient malsain, parce que je suppose qu'à la base, c'est un geste qui est malsain. Mais disons que ça devient plus grave encore. Et c'est à ce moment-là que les autres peuvent et doivent intervenir. Même si je pense qu'il n'y a pas il y a pas spécialement de bonne façon d'intervenir, mais même juste par la présence, la simple présence en fait, bienveillante. C'est important. L'idée d'entamer une discussion aussi, je pense que ça peut être bien pour quelqu'un qui se coupe, parce que effectivement, il y a cette histoire de tabou et cette histoire d'être un peu monstrueux et mis à l'écart, etc. Et le fait qu'on ne veuille pas beaucoup le montrer. Et peut-être que le fait d'en parler, on n'a pas envie. On n'a vraiment pas envie. C'est quelque chose qui nous est propre. Parce que quand on fait ça, c'est aussi c'est quelque chose de très intime. On est soit seul avec son corps. Moi, c'était comme ça. C'était même si c'était que ce soit ritualisé ou pas d'ailleurs. C'était si c'était moi toute seule dans ma salle de bain euh, en train de me couper et que rien que l'idée qu'il y ait quelqu'un qui puisse interférer, parce que même avec la meilleure volonté du monde, en voulant simplement essayer de comprendre. Pour moi, c'était déjà, je le ressentais comme une agression et comme une intrusion. Donc en vrai, je ne sais pas du tout, et moi je serais sans doute la dernière personne à pouvoir venir en aide à quelqu'un qui fait ça, parce que je ne saurais pas. Parce que parce qu'on est complètement démuni devant la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est parce que moi, pour l'avoir vécu, je sais que j'étais vraiment inaccessible. J'étais tellement loin et j'étais tellement enfermée que je pense on aurait eu beau me dire n'importe quoi, ça pouvait en aucun cas m'atteindre, soit parce que je l'entendais pas, je refusais de l'entendre, ou tout simplement parce que je balayais tout ça d'un revers de bras en me disant que c'était de la manipulation, que c'était des mensonges, que... Et je faisais confiance à personne parce que je voulais garder cette chose-là, ce moment-là qui n'appartenait qu'à moi. Il y a le moment, il y a le passage à l'acte, et c'est le moment où on se sent le plus proche de soi, parce qu'en fait, euh, parce qu'on est seul, parce qu'on est enfermé, parce qu'on fait quelque chose, euh, il y a que soi qui peut... Ouais, c'était ça. En fait, il y avait que moi qui pouvait me faire aussi mal.
Et il y avait que moi, j'ai pas vécu de violence extérieure, du coup, personne m'a battu, personne m'a frappé, personne m'a coupé. Et il y avait que moi qui pouvait me faire mal à ce point physiquement. Il y a que moi qui pouvais me couper comme ça. Et du coup, c'était quelque chose, une spécificité que j'avais sur mon propre corps. C'était, c'était moi avec moi-même. C'était une forme de sévice qui m'était propre. En tout cas, c'était une forme d'action sur mon corps que je maîtrisais, que je contrôlais et qui était propre à moi. C'était comme si je voulais avoir une espèce de complicité avec moi-même là-dedans. C'est une façon de revenir à moi. Mon corps, je le voyais plus, en fait. Je peux même pas dire que je le voyais comme un objet qui me dégoûtait, etc. Je le voyais plus. Et en fait, c'était une façon de retrouver mon corps, en fait, de me sentir une personne, de m'incarner dans ma chair. Il y a une phrase à la con hein, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. En fait, il dit, quand il voit le petit prince pleurer devant lui, en fait, il se retrouve, lui, ce grand type, cette espèce d'aventurier qui a tout connu dans sa vie, ce, ce mec, cette espèce de guerrier de la vie, de 40 piges face à un enfant de 8 ans qui pleure. Il était complètement désarmé. Et, euh, et il dit je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Et moi, si j'étais face à quelqu'un qui se scarifie, qui se coupe, je saurais pas. Je saurais pas comment réagir. Parce que je refuse qu'il y ait une façon ou des façons de réagir. Parce que du coup, je sais pas du tout. Il faudrait que j'ai cette personne en face de moi et je pense que je m'adapterai en fait à elle. Et moi, je crois que ceux qui ont dans leur entourage des personnes dont ils ont remarqué les cicatrices, qu'elles soient encore ouvertes ou plus du tout, je pense qu'il faut simplement être attentif et être c'est très idiot maintenant de dire être à l'écoute de quelqu'un, mais parce que c'est pas, ça passe pas uniquement par l'ouïe en fait. Être à l'écoute de quelqu'un, c'est aussi euh, être attentif à sa présence dans le monde, être attentif à son existence, au fait qu'une personne est singulière, qu'elle a une forme d'existence, qu'elle a une empreinte sur les choses. Moi, je pense que c'est ça qui est très important. Les personnes qui souffrent, qui vont mal et qui se coupent parce qu'elles sont vides et qu'elles ne ressentent rien, quand on est dans leur entourage, euh, moi c'est ça que je ferais en premier, c'est lui montrer qu'elle est importante. Moi je pense que quand je me coupais, j'ai eu plusieurs réactions dans mon entourage, les gens auxquels, les très peu de personnes qui l'ont vu et avec lesquelles j'en ai parlé, ont tout essayé de prendre en charge, de me protéger, de m'aider. Et en fait, je l'ai vraiment toujours vécu comme des agressions ou au contraire des choses qui m'atteignaient absolument pas. Et, euh, et du coup, je pense que si quelqu'un était venu pas du tout dans une posture Batman, je vais régler tes problèmes, je suis un super-héros et ne t'en fais pas, ça va aller ma cocotte. Si quelqu'un était venu tout simplement me mettre une main sur l'épaule et me dire peut-être même rien, peut-être juste tu n'es pas seule, peut-être juste tu es importante, tu comptes ou tu vaux le coup. Peut-être que juste une phrase comme ça, ça m'aurait ça m'aurait permis de me rendre compte que ce que j'infligeais à mon corps,
c'était une violence et c'était peut-être que j'aurais été d'accord pour dire que c'est de la mutilation. Mais je ne suis toujours pas d'accord avec ce terme. Une fois qu'on a commencé, c'est assez bizarre. Je trouve que c'est le genre de geste irréversible en fait. Il y a très peu de choses dans la vie, et ça je trouve ça d'une violence inouïe. Il y a très peu de choses qui sont irréparables ou irréversibles. Et celles qu'ils sont, elles sont. Quand on est face à ça, c'est vraiment la question. On peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on s'est coupé, oui, ça cicatrise, mais ça laisse une marque. Euh, et on peut pas revenir en arrière. Et c'est pareil pour le geste. Une fois que pour la première fois on s'est fait mal et qu'on est passé au-delà de l'appréhension première, de la surprise, de la douleur ou des premières sensations, une fois qu'on a eu cette expérience-là, euh, on connaît ce geste. Et en fait, le fait de le connaître, déjà, ça fait moins peur. Et une fois qu'on s'est familiarisé avec ça, le tout c'est d'arriver à pas s'identifier entièrement à ça, à pas se dire toute mon identité elle réside dans le fait que j'ai des marques sur les bras, que je suis la fille coupée, je suis la fille scarifiée, j'ai des cicatrices. Euh, et en fait, moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que j'ai arrêté de trouver du réconfort ou ou de trouver du contrôle sur moi par ça en fait je l'ai trouvé par d'autres façons. Après je peux pas dire que j'ai pas l'envie de recommencer, oui, ça m'arrive. Et pourquoi je recommence pas? Ben déjà parce que j'ai un très mauvais souvenir de la dernière fois où je l'avais fait et aussi parce que j'ai un manque de pratique, en fait, tout bête, qui fait que j'ai très peur du genre de dommages irréparables que je pourrais me causer. Et parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Non, mais c'est affreux, ça, comme témoignage. Et aussi parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que, que je sais que euh, la prochaine fois que je le ferai, je vais pas pouvoir me retenir, en fait. Là ça va aller trop loin. Et j'ai trop peur de ça, en fait. Et ça me permet encore de pas le faire. Au début, quand les plaies étaient ouvertes, je mettais des pansements et des choses comme ça, juste pour une question d'hygiène et de sécurité, pour que... et en même temps, je ne l'ai pas toujours fait. Donc, je désinfectais beaucoup, je mettais des pansements et je faisais très attention à ce que ça ne s'aggrave pas. En fait, tout simplement parce que pour que ça ne s'aggrave... Il fallait que ça cicatrise pour que je puisse le refaire derrière, en fait. C'était pas il fallait que ça cicatrise parce que je devais prendre soin de cet objet qui était mon corps pour pouvoir ensuite continuer à lui faire mal. Euh, et du coup, il y avait des moments où je, où j'attendais même plus que ça ait vraiment cicatrisé et je recoupais sur ce qui était même pas encore refermé. Ça m'est arrivé. Et, euh, et puis il y a eu des moments où j'attendais même pas que ça ait complètement cicatrisé. J'enlevais les pansements et je mettais des pulls dessus, des choses qui grattaient, qui frottaient. Et je me baladais avec ça en ayant une espèce de joie un peu revancharde, un peu haineuse. Quand je parlais avec des gens et on parlait de tout et de rien, j'allais en cours, je voyais
je voyais les gens de ma promo, je sortais avec mes amis et je parlais avec eux et j'éclatais de rire et tout en éclatant de rire, je faisais des gestes et là, il y avait des morceaux de mon pull qui se prenaient dans les plaies qui étaient encore ouvertes. Il y avait des morceaux de tissu qui restaient dedans, des morceaux des petits filaments de laine qui se prenaient dans les plaies qui étaient encore ouvertes et qui tiraient et qui me rappelaient en fait ma présence à mon corps et le fait que les autres le sachent pas, que ce soit caché aussi par le pull qui me faisait mal, ça faisait que moi j'étais présente à mon corps et que c'était moi et mon corps contre le reste du monde qui ignorait en fait complètement ce qui se passait en réalité, qui ignorait les sensations que j'avais. C'était mes propres sensations et j'étais toute seule à les avoir, malgré le fait que j'étais entourée par des gens et que je riais avec eux. Et... Je sentais aussi même aux gestes que je faisais, parce que souvent, du coup, ça me tirait quand je faisais certains gestes. Et je me souviens qu'au début, je faisais très attention et du coup, j'avais l'air de... Ça se voyait un peu que j'avais mal. Je faisais très attention aux bras que j'employais. D'ailleurs, il y avait une période où j'alternais entre les deux bras parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui soit opérationnel. Et puis au bout d'un moment, ça a été les deux bras en même temps et j'en avais rien à faire, même de faire des gestes qui faisaient qui rouvraient les plaies et qui me faisaient saigner. Du moment que je pouvais ressentir, même en dehors de chez moi, en dehors de ma salle de bain, en dehors de ce moment ritualisé où c'était moi qui prenais la lame pour me couper. J'étais dans le métro, j'étais en cours, j'étais dans un bar avec des amis et je faisais ces gestes qui me faisaient saigner alors que j'étais en société avec eux. Et j'étais la seule à le savoir. Et, euh, et ça me réconfortait parce que même au milieu d'eux, je me sentais seule. Et en faisant ça, j'avais l'impression de plus être seule. On ne pourra pas me faire dire c'est mal la scarification. Euh, je parle vraiment uniquement pour moi et pour mon compte. Et en fait, j'en parle pas en règle générale et, et j'ai horreur de me dire que ça va se savoir et que des gens que je connais vont savoir ça de moi. Mais si je prends ce risque et si je le dis, c'est c'est ça ma façon de dire la scarification c'est mal. Même si je peux pas le verbaliser, même si j'y crois pas quand je dis la scarification c'est mal, je voudrais que personne le fasse et je voudrais ne jamais le refaire. Mais c'est sans doute un peu illusoire, c'est un peu comme si je me présentais au concours de Miss France et que je disais moi ce que je déteste dans le monde c'est la guerre et le mal et je voudrais que ça n'existe plus. Et c'est mon plus grand souhait, évidemment. Euh, et évidemment que ça me ferait bondir, hurler et pleurer de voir une de mes sœurs, un de mes amis, quelqu'un que je connais, que j'aime, qui, qui fait ce genre de choses. Autant sur moi, j'estime que c'est pas du tout monstrueux, autant quelqu'un qui ferait ça, quelqu'un d'autre qui ferait ça sur lui, j'aurais tout simplement envie d'être là pour lui et de faire ce que je supportais pas qu'on puisse me faire, c'est-à-dire arrêter mon geste et reprendre le couteau et mettre des pansements sur les blessures. Et en même temps, j'aurais très envie de faire ça pour quelqu'un qui le ferait à son tour. Personne m'a jamais surprise en train de le faire parce que je choisissais. En fait, j'ai vécu en couple et du coup c'était un appartement relativement petit et du coup c'était assez difficile d'avoir son intimité, mais j'étais devenue assez experte par rapport à ça. Donc il y a forcément des moments où l'autre n'est pas là, où l'autre dort et du coup on se cache. Et enfin moi c'est ce que je faisais, je me cachais et je le faisais.
Donc on m'a jamais surprise. Par contre, euh, si une fois je m'étais enfermée, au bout d'un moment, bon ben mon ex était vraiment pas quelqu'un de stupide et il a fini par se rendre compte qu'il y avait quelque chose de bizarre du fait que ben je passais pas mal de temps dans la salle de bain à des heures tout à fait inhabituelles et que surtout je sortais ensuite avec un air bizarre. Et puis malgré le fait que je faisais très attention, il avait vu des traces de sang dans le lavabo. Et erreur de débutant. Et en fait, du coup, il a eu peur, il a commencé à avoir peur de ce que je pouvais bien faire, moi, toute seule, dans la salle de bain avec cette porte fermée à clé. Et là, une fois, pendant que j'étais en train de me couper, il a tambouriné à la porte. Et, euh, et ce qui est très imprudent d'ailleurs, parce que si j'avais sursauté. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, j'ai vraiment détesté ça et j'ai eu une espèce de violence. C'est-à-dire que là, il avait eu de la chance qu'il y ait cette porte entre lui et moi parce que le truc tranchant que j'avais dans la main, enfin, j'avais tellement envie de. Je l'aurais pas fait, mais j'ai eu une envie de violence contre lui parce que il m'avait interrompu, parce qu'il essayait de s'immiscer dans quelque chose qui était rien qu'à moi, qui était intime, qui m'était nécessaire. Et ça, je l'ai pris comme une intrusion, comme une violence. Après, le fait qu'il essaye de penser mes blessures, euh, ça me faisait du mal en fait. C'est dans ses yeux que je voyais surtout ce qu'il y avait de monstrueux là-dedans. Mais en fait, c'était pas monstrueux parce qu'il en avait pas peur. C'est juste que ça le rendait extrêmement triste. Et quand j'ai vu la tristesse dans ses yeux en regardant mes blessures à moi, c'est là où, enfin, c'est là où ça devenait un peu difficile. Et c'est pour ça que du coup, j'ai plus jamais voulu qu'il le voie. Et puis après, mon autre ex avait pris l'habitude pendant une période, je faisais aussi ça avec un autre de mes copains. Et, euh, et en fait, il avait pris l'habitude de m'attendre à la sortie de la salle de bain avec le nécessaire du parfait infirmier. Et c'était lui qui mettait des pansements, qui désinfectait. Et en fait, je le regardais, j'étais en fait complètement absente. Il aurait tout aussi bien pu euh, mettre un pansement sur le genou d'un gosse qui venait de tomber. Pour moi, ça aurait été exactement la même chose. Enfin, c'était pas vraiment moi. Je le laissais me mettre des pansements. Et je le regardais. J'étais absente. Et surtout, en fait, ce que je regardais, c'est son expression. Et j'éprouvais une espèce comme une sorte de fierté quand il avait le regard le plus effaré du monde. Quand il était vraiment très effrayé parce que ça devenait vraiment profond. J'avais une espèce de fierté et de défi et de haine envers lui, comme une façon de lui dire, ben, bah ouais, en fait, ça c'est qu'à moi, t'as aucune prise là-dessus c'est tant pis pour toi. Tu peux prendre tout ce que tu veux du reste. Dieu sait que j'avais des sentiments pour lui et que je l'aimais, mais, euh, mais aussi je le détestais de partager mon intimité. Et, euh, et du coup, ça c'était quelque chose qui pouvait pas m'enlever. Et, euh, et si ça lui faisait peur, tant mieux. Et si ça l'impressionnait, encore mieux. Mais uniquement lui. Je sais très bien que j'aurais été complètement mortifiée de honte si un de mes amis ou un membre de ma famille les avait vus. Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. J'ai essayé
de faire des choses, dont étudier de la philosophie, vivre. Et plus tard, j'aimerais bien enseigner la philosophie et pourquoi pas vivre.